sur le podcast Un thé au studio Savoie. C'est un podcast dédié à la création. J'ai envie de faire parler les artistes de mon entourage. Depuis 15 ans que je suis à Bruxelles, j'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux. J'ai envie donc de rendre hommage à ces personnes. J'ai envie de faire trace et de documenter tous ces gens au sein de cette époque dionysiaque. En m'inspirant de podcasts simples sur les stand-uppers en France, j'ai juste envie d'échanger avec tous les créateurs que je rencontre autour des pratiques artistiques. Étant moi-même artiste, la question principale qui m'anime est comment créer ? Qu'est-ce que ce processus de création pour chacun ? Où est-ce qu'un artiste puise ses inspirations ? Est-ce que le processus de création est le même en fonction des disciplines, des individus ? Qu'avons-nous en commun ? Et quoi de mieux que de discuter autour d'un thé, car là aussi il est question de vie et de créativité dans cette extraordinaire boisson. Moi j'adore le thé. Ok, c'est parti ? Allez, alors on essaye alors. Ouais. Vas-y. Enfin, j'essaye. Ouais, moi aussi, hein. Ouais, ok. On va faire quelque chose. Ouais. Très bien. Très bien. Alors, bonjour à tous et toutes, à tous. Ouais. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy Gasparotto, principalement dessinateur de bande dessinée. C'est ça. Mais en fait, dessinateur. Oui. Au sens large. Mm-hmm. Moi, je te connais comme dessinateur de BD, illustrateur, et avec des carnets. Ouais, c'est ce que je sais pas comment appeler ça, les carnets, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'artistique aussi, que c'est pas juste des carnets, mais je sais pas. Le carnet. Ouais, le carnet, c'est un peu mon outil de base, on va dire. Comment ça marche le carnet ? J'ai toujours mon carnet. J'ai toujours un carnet. J'ai un petit carnet, j'ai un grand carnet. Ah ouais. Et j'ai le petit carnet que je peux prendre partout avec moi. Quand j'ai pas prévu de dessiner, comme ça, je peux quand même dessiner si j'ai envie de dessiner quelque chose ou que j'ai besoin de noter une idée ou un truc comme ça. Parce que j'ai pris cette décision-là il y a quelques années de tout noter. Je note tout. Dessiner, c'est noter ou c'est deux deux choses deux, différentes ? Il y a du texte ou je sais pas, il y a tout dans mon carnet. Il y a mes petits dessins. Si je vois un truc qui m'intéresse, j'essaie de faire un petit croquis. Si j'ai une petite idée, je fais mon petit croquis. Si ma fille ou une de mes filles me dit un truc qui m'intéresse ou qui me fait marrer, je prends une petite note. Et puis si j'ai une idée, je sais pas moi, d'illustration ou juste un bout de texte qui vient, je note tout et j'essaye de pas filtrer, quoi. Tu vois, mon carnet, j'ai le droit de tout lui dire un petit peu, quoi. Tu vois, du coup, il a un peu ce rôle-là. Et puis après, j'ai mon carnet, il fait partie de mes rituels de dessin, tu vois, de mes rituels de vie, un peu comme ça. Tous les matins, quand est-ce que ça a commencé, ce truc de dessiner le matin ? Putain, je sais plus. Parce que je faisais pas ça au départ. Et puis il y a un moment, je m'y suis mis. Je pense que c'est un peu après la naissance d'Alma, là, tu vois. Ah ouais, ça fait pas. C'est long, mais c'est pas super long. Ça fait une dizaine d'années, quoi. Ouais, c'est ça. Et ben, je me suis mis à aller dessiner le matin, une fois qu'on l'avait posé à la crèche, et puis après, une fois qu'on l'avait posé à l'école. Et en fait, c'est vraiment devenu un peu l'équivalent de ce qu'il peut y avoir, genre en système et compagnie, du conditionnement, quoi. Tu vois, c'est un truc qui va. Je travaille une demi-heure à peu près le matin, comme ça, à faire des croquis de gens qui passent ou pareil, de noter des trucs dedans. Et en fait, petit à petit, ça construit des choses et ça fait évoluer mon dessin. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, c'est à ça que ça sert, quoi. C'est un peu mon qigong du dessin, quoi. Tu vois, ça le densifie, quoi. Ça densifie. Je fais grandir ma bibliothèque mentale, tu vois. Ouais. J'ai aussi l'impression qu'il y a. Moi, je trouve ça assez fascinant, hein, ce côté-là. Tu fais ça le dimanche aussi, le samedi ? Ou tu fais des pauses ? Ça dépend. Quand j'ai un moment seul et que je vais boire un café, ou dès que je suis en terrasse, ou dès que je fais un truc ou dès que je suis un peu dehors, oui. Mais par exemple, là, je le fais plus en ce moment parce que, du coup, ma petite Yael, elle dort pas dans son lit le week-end. Donc, elle dort dans sa poussette. Et donc, tous les
tous les samedis, dimanches, je l'emmène faire sa sieste, je vais au café et je dessine aussi le samedi et le dimanche. Ah ouais, c'est ça. Du coup. Moi, je trouve ça je trouve ça fascinant. C'est comme une énorme détermination, comme ça, de le faire tous les jours, quotidiennement. Et aussi, c'est un peu un rapport au réel, comme ça, non? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui passe là-dedans. C'est pas juste dessiner, je sais pas, c'est ça, il y a un rapport au réel. Oui, c'est ça, bah Ouais, alors tu disais détermination, Ouais. je dirais, c'est plutôt, moi c'est une nécessité quoi. C'est vraiment un truc de, je sais pas comment dire ça, je sais pas trop, c'est tellement une habitude, enfin c'est très rare, il y a des périodes où je dessine pas, ça arrive l'été que je dessine pas pendant 2 semaines, tu vois. Mais sinon, je sais pas trop, tu vois, le carnet par exemple, là ça fait quelques temps que tous les matins, ça me permet aussi de... comment on dit là, prendre... c'est quoi ce truc? Il y a une expression là, genre la météo émotionnelle, tu vois, un truc comme ça. Ah. Où en gros, dedans, je note, avant de commencer à dessiner, dans mon carnet, j'ai encore un pré-rituel, le rituel du carnet. C'est que je mets la date. Et puis ça, c'est Lydie qui m'a dit tu devrais mettre la date. Hein. Du coup, je mets la date maintenant, depuis des années, je mets la date. Et je fais... soit je dessine un petit motif, tu vois, et selon... ça fait un peu divination comme ça, tu vois. Je dessine mon motif, et selon le motif que je dessine, j'arrive à voir un peu dans quel état mental je me trouve le matin, tu vois. C'est incroyable. Alors du coup, je fais mon motif, tu vois. Ou alors, j'écris un petit mot, genre qui va ressembler à un nom de chanson, ou un mot, un peu le premier truc qui me vient, et je sais un peu qui je suis ce jour-là, quoi. Et donc, ça me permet d'asseoir ma journée un peu autour de ce truc. Et du coup, ça oriente aussi les dessins qui arrivent après? Ou le trait, peut-être? Ouais, oui, parce qu'il y a des jours oui, ça, c'est aussi une manière de voir où j'en suis avec le dessin le matin, tu vois. Il y a des jours où je vais être très appliqué, il y a des jours où ça me saoule, j'ai pas trop envie de le faire, mais je le fais quand même, tu vois, parce que c'est un peu... je pense que j'entretiens un peu le même rapport avec toutes les activités que je fais. En tout cas pour moi, c'est une manière de... Je le fais par habitude. Parfois, je me force à le faire, tu vois, mais c'est toujours... je suis toujours content une fois que je l'ai fait, tu vois. Ouais, je fais mon carnet, il y a des matins, j'ai pas trop envie, j'ai la flemme, ou je traîne sur mon téléphone, tu vois, à regarder des conneries. Mais une fois que je m'y mets... je sais pas trop, je crois que ça calme un peu, parce que je pense que je suis assez agité, en fait. Je me suis souvent perçu comme un mec assez cool, tu vois, tranquille, mais en fait, je me rends compte que c'est pas forcément le cas. En tout cas, j'ai des outils pour atteindre un certain état de tranquillité, tu vois, donc le rituel du carnet, c'est ça. C'est aussi méditatif, du coup, d'une certaine manière. Carrément, ouais, c'est complètement... C'est multifacette, quoi. À la fois, tu t'améliores, à la fois, tu te connais, et à la fois, tu redescends, t'es plus peinard. Et il y a aussi... C'est génial, je trouve. Sur le rapport au réel, là, tu disais ça... ça aussi, ça, c'est fou aussi. Du coup... moi, je note que mon carnet, il a beaucoup transformé le rapport que j'ai aux gens. Parce que je regardais... j'ai jamais été un misanthrope, mais des fois, j'étais un peu fâché, tu vois. J'étais un peu fâché comme ça. Et en fait, à force de regarder les gens le matin pour les dessiner, il y a vraiment je me suis mis à développer vraiment un attachement pour mes contemporains, on va dire, tu vois. Je les regarde et puis je les vois j'en vois qui sont ronchons, tu vois. Je me dis pourquoi il est ronchon lui ce matin, qu'est-ce qui se passe et tout. Je suis plus attentif à l'état des gens, à l'état peut-être du coup du monde après, mais tu vois, quand je les vois aller au travail, parce que moi je suis au travail, mais je suis au travail au café, tu vois, donc je suis un peu plus relax que les gens qui vont bosser au bureau, ou ils sont pressés, tu vois, ils sont stressés, je sais pas, peut-être que la veille ils se sont engueulés avec leur meuf et qu'ils sont obligés d'aller au taf et ils ont pas envie, tu vois. En tout cas, j'ai développé, je pense, une forme d'empathie générale pour les gens que je croise, et ça, c'est assez apaisant, tu vois. Tu vois, il y a un truc comme ça. Je comprends, parce que ça m'évoque aussi comme un investissement que
tu fais sur l'humain, en fait. Enfin, pas au sens financier, mais au sens du temps, d'observation, de regarder comment ils sont faits, de leur humeur. Tu vois, tout ce temps d'observation qui fait que, en fait, ça génère de l'empathie. C'est ça. Tu te mets en empathie avec. Parce que vu que t'es légèrement sur le côté, t'es en position de témoin, donc t'es un peu moins acteur de ce qui se passe, tu vois. Et ça permet de prendre un peu de recul sur les choses et de les aborder de manière peut-être un peu plus tranquille. Quand j'ai décidé on va dire ça comme ça, quand j'ai décidé de devenir illustrateur professionnel, tu vois, d'en faire mon métier, après, c'est... le rapport au travail et tout, c'est encore un autre truc, mais voilà, de dire, ça va être mon métier, comme on dit, c'est ce que tu veux faire, quoi. Ok. Je me suis rendu compte qu'il me manquait pas mal de bases théoriques, en fait, que j'avais pas, tu vois, il y a des choses qui étaient très compliquées, tu vois, mes premières BD, c'était très compliqué. Genre, tu peux nommer ça compliqué, oui, des questions de perspective, des questions de vraiment purement techniques, tu vois, de devoir mettre, je sais pas, d'avoir 3 personnes qui marchent côte à côte, tu vois, comment tu gères l'espace, comment tu gères les corps qui se touchent ou pas, machin, c'était hyper chiant. Du coup, je me suis mis à refaire des choses plus théoriques, et l'anatomie et le modèle vivant, pour moi, c'est un des trucs... je suis pas un génie du dessin, tu vois, je fais pas les super beaux crobards, des mecs qui sont hyper forts en anatomie, qui font de très beaux dessins académiques et tout ça, mais c'est un truc qui m'intéresse, et puis parce que le corps, c'est un truc qui m'intéresse en général aussi, et donc je fais ça. L'idée, c'est toujours mon idée de progresser en dessin, c'est ça, c'est d'essayer de nourrir tranquillement le travail, tu vois. Je vais pas faire des sessions de 4 jours, tu vois, de croquis de nu, ou des sessions de 2 heures, tu vois, ou m'intéresser que à ça pendant 1 an, tu vois. Je fais petit bout par petit bout. Ouais. Et puis, moi, je trouve ça intéressant, ça, sur le découpage de ta journée. Oui. Se dire, en fait, il y a le carnet, c'est comme... il y a le monde, en fait. Oui. Il y a le monde, et comment tu le captes. Et peut-être aussi, les gens, ils bougent, donc ça veut dire qu'il y a un truc, peut-être... aller rapidement quand même, ou oui, c'est ça, quelque chose de se rappeler saisir l'instant. Oui, un truc comme ça. Ouais. Après, il y a un truc un peu plus à la maison, là, technique, je sais pas comment dire, pas forcément longtemps, et après tu vas dans le travail. Ouais, c'est ça. Après, dans la réalisation des différents projets, ou je sais pas comment. C'est ça. Alors tu parlais d'étapes, tu vois. Tu peux les nommer, ces étapes, parce que moi je les connais pas, par exemple. Mais en général, pour les projets, que ce soit des projets de commande ou des collaborations avec des gens, en gros, on va dire qu'il y a une étape, comprendre de quoi il s'agit. Tu vois, genre, on me file un scénario, ou on me file... Là, par exemple, j'ai travaillé sur une pochette de disque, là, il n'y a pas longtemps. Alors, j'essaie de comprendre de quoi on me parle. Alors, je lis, je relis les mails, j'essaie d'affiner, du coup, je pose des questions aux gens, j'essaie de savoir ce qu'ils veulent ou de quoi ils parlent. Ensuite, il y a toute une partie documentation, tu vois, où je vais essayer de lire un peu sur le sujet. Enfin, un peu ou beaucoup, ça dépend. Ça dépend de l'ampleur du projet, tu vois. Mais en tout cas, de me renseigner pour... Ça, c'est un truc qui m'inquiète pas mal, c'est de dire des conneries, tu vois. Okay. Et du coup, et puis selon le sujet aussi...
par exemple, quand j'avais travaillé avec le scénariste italien là, sur le truc sur les enfants soldats, Teddy Bear. là, j'étais hyper inquiet parce que moi, j'ai jamais voyagé en Afrique, tu vois, je connais pas du tout ces coins-là, et du coup, c'est un sujet un peu grave, etc. Et donc je voulais. Donc là, par exemple, j'ai lu des romans, j'ai lu tout un tas de trucs sur le sujet, j'ai lu des articles, j'ai lu des stats, j'ai lu plein de choses. Voilà, pour essayer de pas dire trop de bêtises. Et puis ensuite, il y a la documentation, faire une bibliothèque. Comment dire, une bibliothèque. Merde, j'ai plus le mot. D'images. D'images, quoi. Tu récupérer des images, c'est ça? Ouais, c'est ça. Essayer de voir comment les choses. Essayer de trouver, construire un univers d'images autour du sujet. Est-ce que sur ces étapes-là de compréhension du monde dans lequel tu vas évoluer pendant un certain temps, en fait, est-ce que tu dessines quand même? Ou c'est que, tu vois, ou c'est que de la matière que tu prends, tu fais l'éponge, quoi? C'est des allers-retours. Alors, il y a ce truc d'éponge, ouais, comme ça. Chercher un personnage, ou je sais pas. Ouais. Alors, je fais des allers-retours parce que du coup, souvent, par exemple, en BD, les scénaristes, je dis les scénaristes comme si j'avais bossé avec plein de gens, mais j'ai pas bossé avec tant que ça de gens parce que il y a des gens qui travaillent genre beaucoup plus vite que moi. Moi, je suis un dessinateur. Ouais. Moi, j'ai du mal à mesurer aussi. Hein. Je sais pas si je suis laborieux ou si c'est juste mon rythme et que c'est comme ça et que je dois pas me poser de questions. Parce que il y a des gens. Moi, je prendrais la deuxième, moi. Ouais, j'espère. Mais du coup, c'est aussi peut-être le souci du détail. Enfin, ça peut être. Oui, après, il y a des gens qui dessinent hyper détaillés, hyper vite. Tu vois, il y a des gens qui dessinent. J'en sais rien. En tout cas, moi, je suis là-dedans. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est la question des allers-retours beaucoup. Hein. Je fais beaucoup d'allers-retours entre les choses. Donc aller-retour, ça veut dire que avec le scénariste, vous cherchez ensemble à co-construire. Il y a ça, et puis il y a vraiment justement les allers-retours entre ce que je dessine et le réel, quoi. Tu vois, par exemple, il y a des choses pour lesquelles c'est important de pas se tromper, je trouve. Et du coup... Là, quand tu dis ça, c'est que tu parles de... Bon, si on reste sur l'exemple de l'enfant soldat, ouais. Ça veut dire que son environnement doit être juste. Oui, c'est ça. Et puis souvent, le réel, il est vachement ça, c'est documenté, quoi, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, le réel, il est beaucoup plus riche que ce qu'on a dans la tête, en général. Ça pourrait être interprété, hein. Je veux dire, c'est que toi, tu as un souci que ce soit pratiquement documentaire dans l'environnement de l'histoire, en fait. Oui, mais même... je sais pas comment dire... même là, je me rends compte, là, il y a pas, dans les livres pour enfants, parce que je regarde pas mal de livres pour enfants, parce que, voilà, avec mes filles, là... là, ces derniers temps, j'ai pas mal dessiné sur la nature, sur les animaux et les trucs comme ça. Et il y a des oiseaux hyper beaux, tu vois, par exemple. Il y a vraiment des oiseaux magnifiques. Et on peut inventer des beaux oiseaux, tu vois. Mais il y a quand même un moment où la nature, par exemple, et le réel est tellement riche et tellement varié, et avec des formes tellement étonnantes que ce serait dommage déjà de passer à côté. Et puis c'est quelque chose qui nourrit, tu vois, qui nourrit le rapport qu'on a au réel. Je sais pas comment dire. Juste pour soi, en fait. Tu vois, par exemple, en travaillant sur les enfants soldats, il y a tout un truc sur les costumes, tu vois, qu'ils ont les enfants soldats et les gens dans les groupes je sais pas comment appeler ça, putain, j'ai plus, ça fait longtemps que j'ai bossé sur ce truc. Militaires, c'est ça? Ouais, mais pas nécessairement militaires, mais justement les groupes qui sont paramilitaires, tu vois, ils ont parce que les militaires, ils sont avec milices, c'est ça? Ouais, enfin, les groupes de combattants qui s'opposent parfois au gouvernement, etc. Tu vois, de les différents conflits qu'il y a eu, ils ont des sapes, c'est incroyable, quoi. Tu vois, ils ont des colliers partout parce qu'il y a tout un truc
de rapport au magique, et au rituel et au mythologique, etc. Ils vont s'habiller avec tout un tas de trucs qui est dingue. Parce que c'est spécifique à cette région du monde. À cette région-là, en fait. et du coup, tu dis, oh putain, c'est dingue ce qu'ils inventent, quoi. Ouais. Parce que finalement, ils sont dans des lieux de violence extrême, quoi, tu vois, dans des lieux mais il y a quand même cette espèce de truc du beau, quoi, tu vois, qui apparaît au milieu de ça. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que ce que eux inventent, ils l'inventent forcément mieux que moi, tu vois, parce que moi, je suis pas dans cette zone, je connais pas, je sais pas de quoi ça... Et donc, du coup, moi, je vais me nourrir, mon dessin va se nourrir de ça, et l'histoire va être nourrie de ça. Et en plus, elle va être plus juste, entre guillemets, en termes de récit. Et donc, voilà pourquoi pour moi, c'est une étape hyper importante de se documenter. Et du coup... et puis par respect aussi pour les gens dont on parle, tu vois. Moi, c'est ça. C'est-à-dire que là, la sensation que j'ai, c'est que c'est culturel, en fait. C'est-à-dire que tu parles d'une culture. Oui, mais même... Et donc cette culture, c'est comment la comprendre. Elle a aussi ses apparats ou ses croyances. Oui, voilà. Avec tout ça, tu vas l'injecter dans l'histoire que tu racontes. Puis même là, moi, je vois bien, quand je dessine mes trucs sur la nature, le monde invente des choses que moi, je suis pas... capable, en tout cas moi je suis pas capable d'inventer. Après je brode, hein, tu vois, toujours, c'est jamais vu que je fais pas du dessin hyper réaliste et tout, mais en tout cas les formes, les agencements des trucs, tu vois, le monde c'est mieux que moi, alors j'essaie d'aller voir ce qu'il a à me dire. En gros, moi j'ai bossé avec trois scénaristes pour l'instant. Il y a Francesco Giugiaro, là, l'italien, c'était Teddy Bear, et puis le premier Doggy Bags. Ensuite, j'ai travaillé avec Ron et Céline Tran, alias Katsuni, là, tu vois, l'actrice porno. Ouais, tout à fait. Ouais, je vois bien. Et puis Ron. Et là maintenant. T'as bossé avec elle ? Ouais, sur une histoire courte. Elle a scénarisé ? Elle a scénarisé avec Ron un truc. Excellent. Et puis maintenant, je travaille tout seul, en gros, avec mon scénario, enfin mes textes, quoi. Aussi pour, pour la Belle 619, du coup ? Ouais, c'est ça. Donc tu vas faire un doggy bag où tu fais tout ? Non, alors là, c'est un autre projet, mais en gros, c'est un truc autour de... justement, le carnet, là, on revient au carnet. En gros, ça fait quelques années que j'ai écrit des textes et que je les mets dans mon carnet. Et puis à un moment, je me suis dit, ah mais tiens, avec tous ces textes, je pourrais peut-être faire un livre. Et du coup, c'est ça qui se passe. Je fais un livre avec mes textes, là. Excellent. Donc... Je cherche, mais je trouve pas. Oh, mais t'inquiète, hein, mais du coup, je fais ça en ce moment. Là. Je travaille là-dessus. Okay. Ah, c'est super, ça. Donc c'est un peu... On va dire, c'est de la poésie en prose, on va dire. Excellent. Autour de la question... Qu'est-ce que c'est la question En gros, en 2008, je me suis pris une grosse tarte en allant visiter les parcs nationaux. Là. Quand on est allé faire le film avec Lydie, on est passé dans ces parcs. Et je sais pas... Donc aux États-Unis, ces parcs, ouais. Et du coup... c'était un genre de nature que j'avais jamais vu, tu vois. Okay. Et du coup, dans le pitch que j'avais écrit justement pour le label 619, je disais ça, que j'avais eu un choc esthétique et politique en étant plongé dans ces endroits-là. Ok. Et du coup, c'est maintenant que je le sais, parce que c'est un truc qui m'a occupé ces dernières années là. Quand j'allais me promener en forêt, quand je vais au bord de la mer, etc. Okay. C'est toujours des lieux
où j'ai écrit des textes. Et du coup, ces textes sont en train de devenir une Trop BD. bien. Voilà. Excellent. Ouais. Putain, je suis désolé, je gargouille. Et alors, si je reviens un peu Vas-y. sur Putain, la je suis journée, bavard, là, en fait. parce qu'on était sur les allers-retours. Ouais. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien, c'est hyper intéressant. Cool. Si on revient sur les allers-retours, un peu comme une étape de travail, tu vois, ou sur le projet que tu es en train de faire, hein. On était sur, du coup, la construction un peu de l'univers, c'est-à-dire de se nourrir, de se documenter, etc. Et en même temps, donc, tu commences à croquer des choses, à chercher un personnage ou un décor. Je sais pas comment ça se passe. Peut-être ça dépend des projets, je sais pas. Souvent, quand il y a des projets avec des personnages, en gros, je fais ma doc, je fais mes trucs, et puis je commence à... Après, souvent, comme je dis, les scénaristes, ils ont déjà les personnages en tête. Ah, ok. Donc moi, je me base un peu sur ce qu'ils me racontent, et puis je vais chercher des photos en plus, et puis je commence à dessiner. Une fois que j'ai un peu les persos... j'attaque la partie storyboard. Donc ça, c'est en gros, tu vois ce que c'est, Ouais, mais peut-être pas les gens. C'est quoi? Moi, je sais ce que c'est. Alors, en gros, le storyboard, c'est un brouillon c'est une première étape pour essayer de dessiner l'histoire en entier, voir à quoi ça ressemble, comment les pages discutent les unes avec les autres et comment l'histoire se déploie sur les pages. Et, est-ce que le storyboard, il est très proche en nombre de pages de ce que va être ton histoire, tu vois, sur les planches, les choses comme ça? En gros, le storyboard... En plus, du coup, quand tu bosses avec un scénariste, ou une scénariste, hein, mais le storyboard, en gros, ça va servir de point de référence et en gros de validation. En fait, je fais mon storyboard et puis je l'envoie au scénariste. Il me dit ça marche pas, j'aime pas. Et puis ça va aussi être une manière de vérifier pour le scénariste si l'histoire tient dans le nombre de pages qui est prévu. Est-ce qu'il faut enlever des séquences? Est-ce qu'il faut rajouter? Ça, c'est possible encore. C'est pas figé, le scénario. Vous êtes en dialogue, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Tu lances le dialogue et puis à la fin... En gros, le storyboard, il est plus censé trop bouger. Et du coup, dépendant un peu du scénariste, il faut qu'il y ait... tu pousses ou pas le storyboard, quoi, tu vois. Pour moi, par exemple, je le pousse pas. Pousser, ça veut dire que tu pousses le dessin, quoi. Ah ouais, tu vas presque Enfin, tu commences à faire de la BD, quoi. Ah bah, c'est déjà de la BD, mais... Ça pourrait être une planche. Il y en a qui... C'est ça, pousser? Oui, il y en a, ça pourrait déjà... Oui, c'est ça. Il y a des... Pour mes premières BD, je faisais des trucs vraiment hyper chiadés. Je posais déjà les lumières et tout, et en fait, je perdais un peu de temps. Ah ouais, il y a la question des lumières aussi. Oui, c'est tellement vaste, quoi. Ouais, oui, mais... en fait, en BD, quand t'es en BD, en dessin, à part le scénario, quand c'est pas toi qui le fais, t'as tous les postes que tu peux avoir au Cinoche, par exemple. C'est toi qui les as, ouais. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Tu gères la lumière, le son, les costumes, le cadrage... Ah ouais, le son avec les onomatopées, comme ouais, ça. tu vois, t'en mets pas. Exact. Les dialogues, ça dépend, mais pareil, des fois, ça, c'est au moment du storyboard, des fois, on coupe dans le dialogue parce qu'on se rend compte que le truc prend trop de place dans la case. Ah, dans l'étape de storyboard, il y a tu places la mise en dialogue. Tu places un peu, quoi. Okay. Pas toujours tout, mais tu places un peu, histoire de voir un peu... Et tu fais tes cases aussi? Bah du coup oui, tu fais tes cases, ouais. Ah, ouais, alors là c'est une des étapes les plus importantes. Enfin ça va avec et c'est indissociable, c'est le découpage du coup des pages, des planches. En gros où tu délimites, voilà, telle case va prendre telle place, il y aura tel nombre de cases dans la page, l'histoire va se dérouler comme ça. Et ça c'est une étape marrante, quoi. Ça c'est cool, t'aimes bien, ouais. Le découpage c'est rigolo, ouais. Ouais. T'as vraiment il y a vraiment des jeux à faire entre les cases, entre les en fait la BD c'est un peu c'est le rapport texte-image et puis que moi j'aime bien en tout cas travailler sur ce truc-là, le rapport texte-image. Ou pas de texte et juste de l'image, mais tu vois, ce truc-là existe ensemble.
C'était pas très français ce que je viens de dire, ce truc, mais bon, voilà. Moi, je T'as comprends. compris. Et puis, prévoir le trajet de l'œil sur la page, tu vois. Parce que ça, il y a vraiment un truc où du coup, tu vas construire tes cases, mettre des lignes de... Je sais pas comment appeler ça, des lignes de force, tu vois. La position d'un corps, d'un personnage qui va amener au regard de l'autre, etc. Machin, tout ça. Et comment tu fais circuler l'œil du lecteur là-dedans. Et puis, il y a la question de la temporalité aussi qui arrive, parce que en gros, plus une case est petite, plus l'œil passe vite dessus, plus une case est longue, plus l'œil passe de temps dessus. Donc tu vois, accélérer, ralentir, machin. Il y a des questions de rythme. Oui. Waouh. Tu vois, ce truc-là. Je me suis pas posé des questions comme ça, incroyable. Et du coup, c'est marrant. Donc c'est musical aussi, en fait. Ouais, du coup, c'est aussi des questions de montage, tu vois. Oui. Voilà. C'est ça, mais le montage, c'est très musical pour moi. Oui, carrément, ouais. Il y a un truc de rythme. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est riche comme travail. Ben alors, moi, je faisais les choses un peu de manière instinctive, on va dire, au départ, parce que j'avais pas lu de théorie sur la BD, parce qu'il y en a peu. Mais il y a 2 bouquins, en fait, qui ont été, pour moi, fondamentaux pour asseoir un peu ma théorie. Les questions théoriques sur la BD, c'est des bouquins de... Scott McCloud, c'est un Américain, qui a écrit un bouquin qui s'appelle... L'art invisible, le premier, je crois, et faire de la bande dessinée. Et en gros, l'art invisible, c'est essayer de poser une base historique, théorique, etc., sur c'est quoi la BD, en fait, comment ça marche. Et puis après, il y a vraiment faire de la BD, je crois, faire de la bande dessinée, je suis plus sûr du titre, et qui est vraiment un bouquin qui parle des techniques de la BD. Mais pas des techniques de dessin, des techniques de construction d'histoire, quoi. Si, aussi. Il y a tout. En fait, il y a un peu... C'est un bouquin hyper dense et bien foutu, et en BD en plus, donc c'est facile à lire. Ah ouais. Il a fait ça en BD. Ouais, mais parce que c'est un mec qui dessine bien. Hein. Et il va expliquer, par exemple... comment fonctionnent les techniques de découpage du comics, par exemple. Comment fonctionnent les techniques de découpage de la BD franco-belge, du manga. Parce qu'en fait, culturellement, c'est différent aussi. Ouais, c'est très différent. En fonction des formats, je pense que manga, c'est petit aussi. Du coup, et puis qu'est-ce qu'on raconte, tu vois, par exemple... c'est passionnant. Typiquement, le manga, c'est imprégné de culture japonaise, tu vois, donc c'est plus contemplatif. Par exemple, il y a des cases de... Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le manga, du coup, parce que c'est un truc que certains ont... parce que du coup, il y a des écoles typiques, et puis maintenant, tout est très mélangé. C'était ma question. Comment on s'inspire de ça? Ouais, voilà. Toi, tu allais dire... il y a des choses qui te parlent dans le manga sur la contemplation. Je me suis dit, tiens, comment est-ce que ce temps-là, est-ce que tu peux pas t'en inspirer et si, carrément, mais du coup, c'est ça, c'est des questions de temporalité, et puis de qu'est-ce qui est important à regarder. Qu'est-ce qui est intéressant à regarder, qu'est-ce qui n'est pas intéressant à regarder, tu vois, selon les cultures, selon les manières de... Après, voilà, il y a 3 grandes écoles, mais c'est des gros schémas. C'est les 3 que tu as cités, là. Comics, manga et BD franco-belge. Ouais, c'est ça. Enfin, de ce que je connais, en tout cas, je ne suis pas du tout un spécialiste, hein, mais en gros, après, ces trois trucs-là se parlent toujours beaucoup, et de plus en plus, en fait, aujourd'hui. Et puis
puis voilà, mais il y a des ponts, hein, tu vois. Moi, je sais que je suis un gros fan parce que j'ai l'âge que j'ai et que c'était les BD qu'on lisait à l'époque, tu vois. Mais Ouais, Akira, tu vois. Akira, c'est Quelle marrant parce claque. que. Ouais, alors du coup, c'est marrant parce qu'Akira s'est nourri énormément. Enfin, le Katsuhiro Otomo, c'est un mec qui s'est énormément nourri du travail de Mobius, par exemple. Donc, tu vois, quand tu lis les premières œuvres d'Otomo, tu vois, il y a du Mobius partout, quoi. Et puis, ça se passe dans des déserts aussi, vachement. Enfin, tu vois. Bref, Mobius étant lui-même un mec qui est très apparemment. Mobius, apparemment, si j'ai bien compris, c'est une part de Jean Giraud qui est apparu quand il est allé visiter les déserts mexicains, tu vois. Donc, ça se parle beaucoup, un peu de partout, quoi. Mais en gros, voilà. Ouais, d'office. Hein. En gros, pourquoi on parlait de ça? Scott McCloud, la théorie. Ah bah parce que où t'en es dans le découpage, sur faire une BD. Ouais, c'est ça. Bah, donc, du coup. Est-ce que ça s'apprend? Il y avait les différents postes. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est un truc qui Oui, c'est un truc qui s'apprend clairement. Moi, j'ai pas fait d'école de BD, donc j'ai pas appris. Donc, je sais pas comment on fait dans les écoles de BD. Comment on t'apprend ça, mais j'imagine que oui, il y a des cours là-dessus. C'est vraiment de la technique, je pense. Après, ça se fait toujours de manière un peu. Moi, je vois bien dans mes découpages les références que j'ai. De quoi je m'inspire, etc. Des fois, ça sort tout seul. Je me dis, ah bah tiens, c'est Akira, là. Ah bah tiens, c'est Hellboy. Ah bah tiens, c'est tel ou tel truc, tu vois. Voilà, après, je l'ai refait à ma sauce. Et puis, alors, du coup, avec le temps, maintenant, ça devient moi aussi, tu vois. Je commence à trouver mon langage. Ça fait combien de temps là que tu fais de la BD? Quand tu as décidé là que c'était ça que tu voulais faire? En fait, j'ai pas décidé parce que moi, j'ai commencé petit par, comme tout le monde, dessiner. Puis j'ai trouvé que quand certains arrêtaient de dessiner, je continuais à trouver ça utile et chouette de dessiner. Donc c'est devenu, enfin, comme tout Au le monde. collège, quoi. T'as continué au collège. Ouais, voilà. Mais même en primaire, tu vois, j'avais des copains et des copines qui étaient pas hyper intéressés par le. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, moi, ça me. Moi, en tout cas, j'étais repéré comme étant celui qui dessine. J'étais dans une petite école aussi, hein, tu vois, c'était une école de campagne. On était cool. Tu vois, mais là, puis c'était, je pense, selon aussi, comme on dit, le projet pédagogique de l'école, tu dessines ou tu dessines pas. Enfin bref, ça dépend de plein de trucs. Mais moi, j'ai gardé le dessin. Et puis mon père, il lit de la BD. Donc, on avait plein de BD à la maison. Et du coup... Voilà, l'idée première, c'était la BD, puis après j'ai un peu lâché le truc, je voulais faire de la peinture, tu vois. Ok. Je voulais être peintre. Puis je suis allé aux Beaux-Arts, c'était la grosse déception, la méga déception. C'était vraiment pas ce que j'attendais, de ce qu'on me dirait de l'art, etc. Puis mais après... tu vas là-bas et tu dis, là c'est là où tu dis je vais faire de la peinture, et tu continues de dessiner? Ouais, en fait je savais pas trop ce que je voulais. Je voulais faire, je sais pas, je voulais dessiner ou peindre, et puis à un moment je voulais vraiment peindre. Et puis après, du coup, après cette grande déception, j'ai lâché l'idée de peindre. Et puis après, j'ai fait une école de graphisme, etc. Tu vois, et je me suis dit, bon, je vais être illustrateur, peut-être illustrateur presse, et puis faire mes trucs perso à côté. Et en fait, ça n'a pas trop marché, et c'était galère. Et du coup, je suis allé bosser à la Monnaie, et j'ai eu mon statut d'artiste, là, tu vois. Et puis, au moment où j'ai eu mon statut d'artiste, on m'a mis en contact avec un dessinateur de BD qui m'a dit, ça te dirait pas de faire de la BD? Il paraît que tu avais envie avant de faire de la BD. Et puis quand il m'a proposé de faire de la BD, j'ai dit, bah oui, évidemment, je veux trop faire de la BD. Mais attends, je compres pas, le gars il dessinait? Non, c'était un scénariste. Ah, un scénariste. Un scénariste. Et en fait, j'ai commencé... T'as rencontré un scénariste et du coup, t'as mis en image son histoire? Ouais, c'était Francesco. Pour Teddy Bear? Pour Teddy Bear et Doggy Bags, en fait. C'est la première histoire? Ouais, c'est la première fois. Enfin, j'avais fait des BD pour moi quand j'étais petit, tu vois. Direct, tu vas dans le grand bain? Non, mais j'avais fait... Ouais, en fait... on dirait, non? Bah oui, bon, après, il a méga taffé pour envoyer le scénar partout à plein de maisons d'édition, tu vois. Oui. Moi, je faisais mon truc, on a écrit le dossier ensemble et tout. Mais donc, en fait, tu fais la première BD, tu sais que tu vas être édité? J'avais fait des BD quand j'étais petit. Oui, je vois bien que tu t'insistes. Non, mais c'est important parce que mes premières BD, en fait... Mais ça, c'est des BD pour toi, non? Je sais pas comment dire. Ou alors pas?
Tu voulais Ouais, mais j'avais déjà ce tu kiff-là, démarchais. j'aimais déjà bien. Oui, non, oui, non, c'est- je démarchais pas. J'avais jamais démarché. Non, voilà, c'est ça que Non, je questionne, moi. Ouais, non, j'avais jamais démarché pour faire de la BD. J'avais démarché pour faire de l'illustration, j'en avais fait un peu. Ouais. Et c'était pas top. Enfin, pas top dans le sens où c'était un rapport au travail d'illustration que j'aimais pas. Je trouvais que c'était assez violent, en fait. Les commandes et les gens qui essaient de pas te payer, tu comme vois, ça. tout ce truc-là. Je me disais, Ouais. putain, ça fait des années que je dessine et puis je me retrouve à devoir. Ouais, non, c'est chiant, quoi. Tu vois, je suis formé. J'étais pas formé au dessin exactement, tu vois, mais je sais faire à peu près ça, tu vois. Ouais. Bon, après, quand je vois mes vieux trucs, des fois, je me dis, oh là là, putain. Bah oui. Je croyais que je savais dessiner, mais je suis pas bien sûr que je savais, tu vois, mais Moi, bon, j'ai peu la même chose. importe. Moi, j'ai la même chose avec Ouais. les anciennes musiques. Mais tant pis, on essayait, puis il y a des gens qui voulaient Bah utiliser notre taf. Bah voilà. ouais. J'ai eu des vrais moments de découragement profond, quoi. Tu vois, je me disais, putain, ça va être ça ma vie, quoi. Je vais être là à faire des dessins qui me plaisent, mais pas trop, et toujours à devoir aller me battre avec des gens pour amener 3 cacahuètes, tu vois. Et je me souviens un jour, j'étais vraiment très très mal, quoi. Je me suis dit, putain. Et c'est là que je suis allé bosser à la Monnaie. Et là, je me suis dit, en fait, tu peux faire un métier, c'est cool, tu peux apprendre des choses. Ça a un peu légitimé aussi mon travail de dessin, bizarrement, Ah ouais. d'aller C'est faire marrant, autre chose, ça. ouais. Ah, c'est marrant. D'être capable de faire autre chose, ouais. Ah ouais. Et C'est chouette. c'était l'occasion aussi de me rendre compte que j'en avais vraiment envie Oui, de ça, dessiner. d'office. Ouais. Tu vois, quand j'étais pas à la Monnaie, j'avais trop envie de dessiner, tu vois. Et du coup, pas. Ah non, parce qu'en fait, Non. Quand j'ai eu mon statut, j'ai pu commencer à faire de la BD. Mais en fait, mes premiers storyboards, je les ai faits pendant que je bossais à la Monnaie, Voilà. dans les périodes où je travaillais pas à la Monnaie, C'est je ça. faisais mon storyboard. Ah ouais. Donc ça, storyboard de tes propres projets, du coup. Non, des projets de Francesco. Ah ouais, c'est ça. Voilà. C'est arrivé un peu les deux en même temps, quoi. Ouais, on faisait les dossiers, les storyboards, les Ah trucs. ouais, trop bien. Et en fait, j'ai eu. Parce que je pense que la chance fait vraiment partie du truc. Bah, bien sûr. En gros, j'ai acheté le premier Doggy Bags du label 619, là. Et à la fin du Doggy Bags, il disait on cherche des auteurs pour envoyez-nous vos horribles projets, je sais pas trop quoi, tu vois. Et j'étais là, mais c'est cool, en fait. Il y a des gens qui cherchent du monde, quoi. Et puis j'ai lu le truc, et en fait, justement, on parlait tout à l'heure des 3 grandes écoles de BD, là. Eux, en fait, c'était la première fois que je voyais ça. Je me suis dit, mais en fait, eux, ils aiment tout. Ils ont envie de tout faire. Et ils ont ce langage-là. À l'époque, ça n'existait pas trop en BD, tu vois. J'aime beaucoup son travail et en fait, Run, pareil, c'est un mec. En fait, c'est un pote qui m'a montré le travail de Run, en fait, qui m'a dit regarde ce gars, il se fait trop plaisir. Il en a rien à foutre, il fait sa BD comme il veut, il parle de ce qu'il veut, il se gêne pas, en fait. Et j'ai vu ses BD, je me suis dit mais ouais, c'est vrai, quoi. Tu vois, il y avait un truc très un peu jubilatoire comme ça chez ce mec. À dire tiens, il fait ce qu'il a envie, moi aussi j'ai le droit de faire ce que je veux, si je veux faire de la BD, je fais de la BD, voilà, pour voir. Et puis du coup, en fait, je bosse avec lui depuis 2010. La première BD que j'ai sortie au label 619, c'était en 2012, et la première fois que je l'ai vu, c'était en vrai, c'était quand ? C'était un petit peu avant cet été, là, en juin. Parce qu'il y a un an. Ouais, c'est ça, il y avait une expo collective du label 619 à Paris, et du coup, il y avait un vernissage, et j'y étais, il y était. Et voilà. Sauf quand je les ai rencontrés, c'était au sens où
Parce que j'ai l'impression... Ah, mais c'est Ah pas oui, ça lui... fait comme ça. Ouais, c'est pas lui qui a monté Doggy Bag, en fait. Si, c'est ça. Voilà, mais c'est ça, oui, vous oui, êtes rencontrés... c'est-à-dire que ses valeurs, tu es allé oui, faire voilà, des je me DVD suis dit, dans- en fait, c'est ça. Je me suis dit, tiens, à cet endroit-là, ça, c'est marrant, là, j'ai ma place. Voilà. Et du coup, tu sais, c'est ce fameux truc, là, je lisais un truc sur... Il y a une sociologue, là, qui travaille sur la question des transclasses. Tu vois, des gens qui... du coup, qui sont issus de milieux populaires, très populaires, et puis qui arrivent comment dire, à arriver dans des milieux plus bourgeois, etc. Et elle disait que il y a cette espèce de truc qu'on a l'habitude de dire, quand on veut, on peut. Et en fait, c'est faux. Ça marche pas du tout, ce truc. Ce qui marche, c'est quand on peut, on veut. Quand on sait qu'on peut, alors on veut. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, la question de la BD, moi, je me disais que j'avais envie d'en faire. C'était quand même un rêve d'enfant, en fait, clairement. Hein. Quand j'ai commencé à en faire et que je me suis dit, je vais faire une BD, je vais la sortir, mais j'étais comme un gosse. Moi, je veux savoir ça. Trop bien. Je veux savoir ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Parce que vous êtes avec ton pote, là, vous êtes en recherche d'éditeur, en fait. Ouais. Et alors, à un moment donné, ça se met. Alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, j'écrivais un scénar pour le label 619. Ah, c'est toi d'abord ? Non. En fait, j'écrivais un truc. J'avais commencé à prévoir une histoire. Pareil, là, je faisais du plagiat inconscient sur des trucs de Frank Miller et tout. On s'inspire. J'aime pas Frank Miller, mais il y a des bonnes. Enfin, j'aime bien son dessin. J'aime pas le bonhomme, mais voilà. En gros, c'était une histoire d'un mec qui se réveille avec un cadavre dans son placard, tu vois. Il se dit putain, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, j'avais commencé à écrire ça, et puis il y avait plein de scènes de baston et tout. Enfin, c'était assez marrant. Je l'ai jamais fini, du coup. Mais ça, toi, t'avais comme projet de leur envoyer. De leur envoyer. Okay. Et suite à ce que tu avais lu à la fin de Doggy Bag, on cherche des gens. Des histoires horribles. Donc, j'avais commencé à dessiner des persos. Je me marrais bien et tout. Puis j'arrivais pas trop à me fixer. Et Francesco arrive, on commence à taffer et on envoie le truc au label 119. Et en gros, c'est eux qui nous ont répondu et qui nous ont dit ah ouais, on vous prend. Ah voilà. Donc et alors à ce moment-là, c'est incroyable. C'était un peu le coup de peau, je pense aussi, parce qu'on arrivait avec un scénar peut-être qui était je sais pas, qui leur plaisait, qui était... non, mais ça fait partie de la vie, avoir de la chance. Donc, mais à ce moment-là, il y a un truc qui... Ça s'est bien mis, qui se met, quoi. Ouais. Ça devient sérieux, non, aussi, j'imagine. C'est-à-dire qu'il y a un truc d'un coup qui est comme un rêve, et là, il y a aussi la pression de le réaliser. Et puis surtout que j'étais... vu que je travaille pas très vite, et puis que c'était ma première BD, comme je te disais, j'avais plein de lacunes théoriques, techniques et tout, je galérais à fond, il y avait plein de trucs, j'étais là, putain. Combien de temps de travail ? Je vais jamais m'en sortir. Putain, je sais plus, mais genre plus d'un an, tu vois. C'était des... Tu dis que ça a sorti en 2012 ? Ouais, je pense... Ouais, c'est ça, j'ai commencé oui, en 2011 ? J'ai commencé... En fait, je sais plus. Je crois que les premiers croquis que j'ai faits, c'était peut-être fin 2009, début 2010. Pour cette histoire ? Pour cette histoire-là. Okay. En fait, on avait fait des premiers croquis pour Teddy Bear et des premières pages pour Teddy Bear. Et en gros, ils nous disaient « Ah, ça a l'air cool comme projet, mais on voudrait juste vous tester sur une histoire plus courte. » Et donc, on a fait un truc dans Doggy Bags, une histoire plus courte de 30... ils ont fait à la manga, genre. Ouais. 35, c'était cool. Hein, tu fais une petite histoire pour voir ce que ça vaut. C'est ça. Tester. Ouais. C'est la pression, ça, non ? Bah ouais, puis en même temps, c'était rigolo, et puis... Trop bien. Puis c'était chouette, et puis du coup, c'est parti comme ça. Moi, j'ai quand même pas mal de questions autour de la légitimité et tout ça. J'ai vachement du mal à... J'ai mis vachement de temps à me sentir dessinateur, tu vois. À sentir que c'était mon métier, tu vois. À me dire, j'ai le droit de dire que c'est mon travail. Même en étant dessinateur de BD, j'ai mis du temps à me dire j'ai le droit de dire que c'est mon métier. Parce que je vis toujours d'ailleurs beaucoup du statut d'artiste et je me dis si je gagne pas d'argent, ça veut dire donc que c'est la reconnaissance par l'argent.
C'est ça Ouais, qui mais est... puis c'est parce que on... Enfin bon, après, je veux pas partir dans des questions trop politiques ou quoi, tu vois, mais moi, j'ai pas de... je veux dire, j'ai pas de problème à parler de ça, mais tu vois, ça m'intéresse beaucoup. Mais parce qu'on vit dans un monde où, en gros, il y a quand même... l'argent, c'est quelque chose de légitimant, et en gros, si tu crées pas de valeur économique, Mais en pas gros, que. t'as pas de valeur en tant qu'individu, tu vois. Pas que. Beaucoup. Il peut y avoir la reconnaissance de tes pairs. Oui, c'est ça. Il peut y avoir... Mais ça, c'est pas forcément financier. Ça, je l'avais, tu Tu peux vois. avoir la mais, reconnaissance du public, oui, qui n'est pas forcément financière non plus. Non, Et tu peux avoir la question de l'autonomie, enfin de la reconnaissance oui, c'est financière. Ça, mais il y a différents trucs, endroits. Mais c'est vrai que moi, j'avais un peu... Toi, tu mettais là-dessus, quoi. C'est pas que... On va dire que je mettais là-dessus malgré moi, en fait. Je voulais pas, mais j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait... si t'es pas autonome, si tu gagnes pas de la thune, un peu... je me sens ridicule à dire ça, hein, c'est un peu débile, parce que du coup, maintenant... j'ai aussi lu plein de choses là-dessus, sur c'est quoi le travail, c'est quoi l'argent, c'est quoi ces machins-là. Et quand tu te légitimes comme dessinateur, ton trait change. Il y a quelque chose qui change. Ton rapport au dessin, tu vois, tu dis aussi les carnets, les trucs. Est-ce qu'il y a tout ton environnement, tu vois, où tu te dis, en fait, je vais faire différemment maintenant. Oui. Bah, le carnet, par exemple, ça a été tout un truc, parce qu'au début, je dessinais dans des tout petits carnets, tu vois. Je dessinais dans des tout petits carnets pour pas qu'on me voie, tu vois. C'est ça, j'étais là. À l'extérieur, dans le monde. Ouais. Et puis je voyais bien, tu vois, je faisais ça au café, et puis quand on m'amenait mon café, je fermais toujours mon carnet, je disais merci, puis je fermais le carnet, tu vois. Il y avait vraiment un truc où je cachais, quoi, beaucoup. J'avais peur de pas être assez bon, ou qu'on me juge, ou j'en sais rien, tu vois. Et donc petit à petit, je me suis rendu compte que mon carnet... de manière pas consciente, hein, je me suis pas dit je le laisse ouvert comme ça les gens le voient, mais maintenant je dessine, je fais mon truc, puis des fois je check mon téléphone parce qu'on m'envoie un message, ou je lis mon bouquin, ou parce que j'ai... Ou là, le serveur arrive avec un café, voilà, j'ai plus besoin de le fermer. Et du coup c'est marrant parce que je me rends compte aussi de ma progression en dessin, on va dire, qui est aussi marquée par le fait que du coup maintenant il y a des gens qui s'arrêtent pour me dire des trucs, ça arrive, tu vois, je suis en train de dessiner, puis il y a quelqu'un qui me dit c'est bien, ça génère de l'interaction. Alors les premiers c'était souvent des anglo-saxons, tu vois, parce que je pense que aux États-Unis en tout cas, j'ai l'impression que ils ont un rapport un peu plus relax aux choses de l'art. C'est un business comme un autre. C'est pas comme en Europe où il faut savoir pour en parler. Tu vois. Il y a un rapport à l'art en Europe qui est un peu plus compliqué, un peu plus chiant et tout. Et qui me disait c'est cool, mec, vas-y, continue. Je trouve que tu fais trop bien l'accent américain. T'as vu, acteur studio. Et du coup, là, il y a une dame qui est passée qui me dit c'est bien ce que vous faites, j'aime beaucoup vos dessins, vous devez gagner beaucoup d'argent avec ça, toi. Du coup je disais ouais, pas sûr, mais merci et tout. Et c'est marrant, il y a des gens qui me font des retours en direct comme ça sur mon dessin via le carnet, tu vois. C'est quand même un médium qui a un peu cet effet magique sur les gens, tu vois. Il y a un truc je trouve. Tu vois, ouais. Moi, je pense. Hein. Ouais. Moi, je pense que c'est magique le dessin. C'est comme l'animation, c'est le côté magique. Tu fais exister un truc qui n'existe pas, et puis qui est du stylo. Tu vois, ça n'a pas de sens. Il n'y a que l'humain pour se projeter là-dedans. Mais c'est ça qui est génial. Ouais. Mais du coup, Bon, après, ce que je te disais, c'était quand même juste pas pour me lancer des fleurs, c'était juste pour t'expliquer le processus le droit. Non, mais parce que je me dis pas... En fait, je me dis plus rien sur mon dessin, je dessine, et puis... tu vois ce que je veux dire ? Tu fais. Voilà, je juge plus, je crois que je suis sans jugement sur... t'as accepté qui tu es, quoi. Oui, il y a un truc comme ça, où peu importe si c'est beau, moche, ou si c'est
je sais pas comment dire. De toute façon, je comprends. J'ai pas le choix. Je fais ce dessin-là. Oui. Voilà. Aujourd'hui, t'en es là. Voilà. En fait, j'ai quand même. Ça a été un truc légitimement aussi et intéressant de renouer avec le côté. Je vais pas. Si je vais utiliser des grands mots, mais un peu chamanique du dessin, tu vois. Le truc où l'enfant. Par exemple, Alma, pendant très longtemps, elle me demandait de dessiner ses grands-parents, tu vois. Quand on rentrait de vacances ou quand il lui manquait, ou ses grands-parents ou d'autres gens d'ailleurs, elle me disait Papa, je veux que tu dessines telle personne. Tu vois. Elle avait un besoin émotionnel et moi je venais et je faisais un petit bonhomme. Tu vois. Et elle était trop contente. Et du coup, je me suis dit Putain, c'est marrant, il y a un truc où ouais, il y a quand même ce côté magique du dessin de faire apparaître. Quoi. Et aussi de. Alors ça, c'est une définition de la magie que j'avais lue dans un bouquin d'une nana qui est intéressante, parfois un peu New Age et tout, mais intéressante, qui s'appelle Starhawk. Je sais pas si tu vois qui c'est cette meuf. C'est une nana qui est... alors qui a fait partie du mouvement, et qui fait toujours partie du mouvement qui existe toujours, enfin en tout cas je sais pas si on appelle ça un mouvement, mais du courant de pensée plutôt écoféministe, là, tu vois. Et en fait, c'est une des premières à avoir, si j'ai bien compris, hein, je dis peut-être des conneries, mais avoir écrit des bouquins dessus, elle théorisait un peu et à en parler, à montrer comment ça marche. Et elle parle de la question de la magie. Et elle dit, en fait, la magie, c'est quoi ? C'est tisser des liens entre les choses, quoi. Tu vois, tisser des liens, mettre des choses en relation. Et le fait de mettre ces choses en relation, ça transforme le réel. Ça, c'est concrètement de la magie. C'est pas genre lancer des boules de feu ou jeter des sorts, même si elle jette des sorts et qu'elle fait des rituels magiques et tout. Et du coup, bon, au-delà de tout ce qu'elle dit, moi j'aime bien cette définition-là de la magie et de tisser du lien. Enfin, tisser du lien, tu vois. Putain, c'est ouf comme le vocabulaire politico, je sais pas trop quoi. Bon, bref. Non, mais c'est tisser bien. des liens. Mais j'aime pas tisser, je préfère tisser des liens. Oui, d'accord. Je préfère tisser des liens. Et de dire que, voilà, le dessin, là, c'est un outil pour dans la question de dessine-moi papy ou dessine-moi mamie, tu vois, c'est une manière d'accrocher ma fille à ses grands-parents, tu vois, de manière positive, hein, tu vois, pas de l'enfermer dans un truc, mais de dire, je tire une ligne entre ces deux personnes émotionnellement, magiquement, je les fais exister, et du coup, je fais exister son amour pour ses grands-parents ou pour cette autre personne qu'elle veut que je dessine, tu vois. Et je me suis dit, ouah, putain, c'est dingue, quoi. Ouais, il y avait vraiment un truc du coup, et puis même dans l'idée même de dessin, au-delà de la question, tu vois, de l'écriture et de la graphie il y a vraiment ce truc, tu vois, tu pars d'un point A à un point B, et puis ensuite tu fais un ensemble de lignes, et magiquement, en tissant des liens entre des points, tu fais apparaître des choses qui n'étaient pas là avant, tu vois. Et je me dis, waouh, il y a quand même un côté, et puis et du coup, c'est un truc, il y a un film comme ça qui m'avait fait vraiment triper sur la question du dessin, et qui est quand même un geste hyper vieux. C'est alors ça fait très longtemps que j'ai lu, donc je sais pas si je vais en parler très bien, mais je crois que ça s'appelle La Grotte des Rêves de Werner Herzog, là, tu vois, sur la grotte de, je sais plus si c'est Lascaux ou un truc comme ça, où il parle des peintures rupestres et tout ça, et d'aller quelque part et de fabriquer du monde, quoi, tu vois, de faire exister des animaux, faire du rituel, faire du truc. Et du coup, je me dis, il y a un truc dans le geste du dessin, mais qui est valable pour la musique, pour la danse, pour énormément de choses dans l'art, qui est de faire un geste très primitif, quoi, qui est très connecté avec des choses très, très anciennes en nous. Et du coup, c'est pour ça que je dis chamanique, machin. Bon, je suis pas New Age, hein, je suis pas... je fais pas des trucs avec de l'ayahuasca et tout ça, c'est vraiment mais je vois ce truc, tu sais, d'être un peu enfin voilà, en tout cas, la rencontre avec mon enfant, ce rapport-là au dessin que j'ai pu fabriquer avec elle à un moment, et puis avec la petite aussi là en ce moment, même si elle c'est moins son truc, mais enfin moins son truc, c'est pas son truc pareil, elle est juste plus autonome dans son... Bon, après, j'ai l'impression que je fais des jugements, mais elle fait pas pareil, en tout cas. Elle n'a pas le même rapport au dessin. Elle n'a pas les mêmes besoins, en tout cas, par rapport au dessin.
Mais il y a un truc très très vieux comme ça là-dedans, quoi. Et puis du coup bah voilà, quand on fait du dessin, malgré nous, on se retrouve, tu vois, n'importe qui dessine, même les enfants, tu vois, je vois les dessins de ta fille, là, le dessin d'Alice, il y a ça, quoi, il y a des univers dingues, quoi. Bon, bah, Jérémy, je te remercie beaucoup. Eh ben, je t'en prie, D'être venu. merci. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Bah si, mais c'est pas grave. Au point de vue de l'humanité, c'est pas des grosses conneries. Ok, ça va. Non, c'était trop cool. Ok. Et ben voilà. Merci, Eh bien. salut. Ah ben salut. Salut Yanis. Bon, c'est cool, hein. Allez, ouais, écoute, ça. savoir.